Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fait Maison et Fait avec Passion. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai installé un nouveau laser, un laser infrarouge. Et on va voir que ça change pas mal de choses. D'abord, je vous montre le matériel avec son déballage. Ensuite, je vous montre l'installation. Je vous explique quel est l'avantage d'avoir un laser infrarouge par rapport à un laser diode qui est juste là derrière. Et enfin, je vous montre quelques tests sur différents matériaux. Allez, c'est pas tout ça. Le déballage, évidemment, a déjà été filmé avant, puisque le laser il est déjà en place. Mais bon, c'est la magie de YouTube, on voit ça après le générique. Première étape, celle du déballage. Donc vous avez ici le carton. Donc première chose, vous avez une mousse. Bien, je vais la garder, elle passera au laser. Ensuite vous avez votre manuel qui est en anglais, en français, en allemand. Donc tout est bien expliqué sur comment mettre sur les différentes machines, les différents types d'installation. Alors ça, vous avez donc en français, vous avez toutes les précautions nécessaires, la liste du colisage, les trous que vous devez utiliser suivant ce que vous avez comme déjà comme cadre. Ici, comment vous connecter à l'ensemble avec les différents cadres évidemment. Ici, le guide d'installation, des poignées sur le côté pour régler la hauteur. Ici, si vous avez un ascenseur, le guide d'installation pour le circuit imprimé. Donc jusque là ça va. Donc là pour la machine X30, pour le K1, l'explication de ce que sont les voyants rouge, vert et bleu, et le guide de réglage de la distance focale avec la petite béquille qui est cachée. Et vous avez des réglages ici que je vais garder de côté bien évidemment, comme le sont mes réglages pour ma K30 laser. Oh, et vous avez même des paramètres de sculpture en fonction du matériau que vous utilisez. Ça c'est pas mal, ça va peut-être m'éviter des réglages et des essais. Donc ensuite vous avez donc là la bébête en question dans un sachet étanche. Je vais y arriver. Ah là, la béquille, la fameuse de réglage. Voilà, donc vous voyez que ça vous permet de régler la focale. Voilà, là vous avez la lentille, il n'y a pas de protection dessus. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait une protection. De même, il n'y a pas d'aération. Là, le système de ventilation. Là, le branchement, bien évidemment. Ça, c'est une chose. Là, vous avez l'alimentation. C'est un beau monstre, hein. Donc, on voit une alimentation, c'est écrit là, qui se branche en 240, qui sort du 24 volts pour 5 ampères. Là, vous avez les câbles ainsi que les vis et des petits outils aussi. Les clés Allen sont fournies. Dessous, vous avez le câble de l'alimentation et un dessicant. Ici, vous avez la plaque qui va permettre de fixer le laser. Là, vous avez, on va y arriver. Là, vous avez, oh oui, de métal lourd, hein. Là vous avez la plaque qui sert d'adaptateur qu'on a vu dans le mode d'emploi, et là vous avez la carte qui permet de commander le laser si jamais votre cadre n'est pas compatible avec ça. Alors on va voir un peu cette carte. Ah, c'est propre parce qu'elle est mise sous plexiglas. Vous avez vos deux inputs, vos trois inputs possibles. On peut aussi le faire avec des câbles, moi je le ferai comme ça. Vous avez on-off et vous avez la sortie ici directement. Avec, on voit, qu'est-ce que c'est? Ah, vous avez un petit bouton de test pour vérifier.
Et là, vous avez les deux sorties pour votre laser. Bon, c'est pas mal. Donc maintenant, eh ben, il faut installer tout ça. Ça y est, j'ai fixé celui-là et celui-là. Je fixe de l'autre côté et je vous montre pourquoi c'est important ce petit débattement. Donc maintenant que tout est fixé, donc j'ai serré les écrous ici et de l'autre côté, je ferai remarquer que mon laser n'est pas droit. C'est pourquoi ce petit débattement là, que je vais régler en serrant cette vis là, est tellement important. Je vais pouvoir mettre mon laser perpendiculaire à ma surface de gravure et serrer. Et maintenant, je vais pouvoir passer au branchement de tout le câblage. Alors au moment du branchement, j'ai un petit souci. Oui, parce que moi sur ma machine, j'ai que des câbles, des embouts, si on peut dire, avec 3 broches. Or, il se trouve que pour sortir le câble d'ici, c'est un 4 broches. Et surtout, je peux sortir en 3 broches, il n'y a pas de souci, mais il n'y a rien pour brancher sur le laser. Le branchement se fait en 4 broches. Donc ce que je vais faire, je vais prendre ce câble-là, qui est en trop, et je vais le rallonger en faisant des soudures avec des câbles que j'ai ici, et là, par exemple. Donc je vais utiliser ce qui est écrit ici avec donc TTL, GND, GND, V+, donc jaune, jaune, noir, noir, rouge, rouge, et je vais le rallonger comme ça, ce qui permettra de mettre ce bout là et d'arriver directement. Oui, parce qu'en fait j'ai besoin que cette platine reste fixe pour mettre l'alimentation supplémentaire, et donc celle-là va bouger, mais le câble de l'alimentation supplémentaire n'est pas assez grand pour couvrir toute la surface du laser. Donc j'aime pas ça, mais un petit peu de soudure en perspective. Que veux-tu que je te dise? C'est obligé, c'est obligé. Donc on va faire ça avec méthode, tranquille, petit à petit, pour être sûr de ne pas se tromper. Voilà, ça y est, il est installé. Donc vous avez ici le laser, avec le système qui permet de régler la hauteur. Alors ça me fait perdre un peu en épaisseur, évidemment, parce que ça prend quand même de l'épaisseur. Donc vous voyez qu'il est branché. On suit le câble jusqu'ici. Là j'avais fait la soudure, mais ma soudure étant pas efficace, j'ai dû mettre un wago. Donc on poursuit le câble, on arrive effectivement à la carte qui est fournie. Donc cette carte qui est fournie, je prends le signal qui est arrivé et il repart sur le laser avec les soudures que j'ai faites ici pour rallonger le câble. Ce câble là qui est arrivé, évidemment, il arrive depuis ici. Donc ça c'était pour rallonger le contacteur, puisqu'effectivement comme c'est plus long, j'ai été obligé de déplacer le contacteur pour la mise à zéro automatique. Et tout ça part en USB à l'ordinateur. Donc là vous voyez j'ai Lightburn. Donc j'avais Grand Laser qui est juste ici, ça c'est mon autre. Et j'en ai créé un autre qui s'appelle GRBL parce que j'ai repris le truc. Alors là évidemment il dit qu'il n'arrive pas à se connecter. Voilà. Et vous voyez qu'il a ajusté la taille, puisque là on est à 37, hein, pas plus. Donc maintenant, je vous montre un peu les différences entre un laser diode et un laser infrarouge. Au fait, petite remarque, avec Lightburn, on ne peut pas lancer les travaux sur les deux lasers en même temps. Il faut qu'il y en ait un qui est fini avant que l'autre puisse commencer quelque chose. C'est un peu dommage, mais bon, tant pis. Si jamais vous trouvez une astuce ou si vous connaissez une astuce pour commander deux découpes laser en même temps à partir d'un seul Lightburn, n'hésitez pas à me le dire, je suis preneur. Ça m'éviterait d'avoir un deuxième ordinateur. Déjà que j'ai mis un deuxième écran pour avoir de la place. Alors maintenant, je vous montre les différences entre un laser infrarouge et un laser diode. Alors pour régler ce laser, vous avez ici, je ne sais pas si on le voit bien, à la limite je vous mettrai une autre petite vidéo par là, un petit pied qui permet de régler la hauteur et qui est intégré. Ça qui me permet par exemple de voir que là, je suis trop haut. Donc je vais régler le focus directement. D'où l'intérêt d'avoir un système qui permet de régler la hauteur. Voilà, là je vois que je suis bien droit. Je remets. Et je vais lancer une gravure. Ça va être là les tests sur le MDF. Après je vais faire le contreplaqué, le métal, le papier. Je vous montre tout ça tout de suite. Ah, petit avantage, vous avez un petit laser qui est fourni pour pouvoir cadrer vos zones
de gravure. Donc, par exemple, quand je lance un cadrage pour voir quelle place ça va prendre, vous voyez qu'il a mis un petit laser rouge qui me permet de savoir dans quelle zone va se faire la gravure. C'est quand même pratique, parce que quand on grave avec un laser infrarouge, vous allez le voir, il n'y a aucune lumière. Donc vous voyez là, c'est en train de graver. Bon, un peu fort, je vais peut-être changer les choses. Et vous remarquez qu'on voit juste le point lumineux au niveau de la matière. Il n'y a pas de rayon entre les deux. Donc c'est une première différence. On ne voit pas le rayon, c'est de l'infrarouge. L'ensemble des tests sont terminés et vous allez voir, il y en a beaucoup parce que j'ai fait beaucoup de matière. Il faut imaginer qu'à chaque fois, pour brûler cette surface-là, c'est 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie. Et vous voyez que je l'ai fait sur du plastique, sur 3 types de métaux, sur du polystyrène extrudé, sur du bois, sur du MDF, sur du plastique, sur de la mousse, sur un miroir, sur du carrelage ou du carrelage de l'autre côté, sur du liège, donc vraiment sur du papier, sur de l'ardoise. Donc vous voyez que vraiment j'ai beaucoup de tests à vous montrer et je pense que c'est ça qui va vous intéresser. On va donc faire les matières une par une. Et plutôt que me regarder moi, je vais vous montrer directement la matière. Allez, à tout de suite pour voir ces différents matériaux les uns après les autres. Alors commençons directement par le test sur le MDF. Donc vous voyez ici ce que ça donne. Donc là sur des vitesses de 100 à 100% de vitesse, j'arrive à peu près ici, là donc à graver, mais pas quelque chose de propre. Et vous voyez que dès que j'arrive à 200, j'arrive même plus à marquer le MDF. Alors je me suis dit peut-être que le MDF c'est une chose, mais peut-être que sur du bois, j'arriverai à quelque chose. Alors sur du bois, voilà ce que ça donne sur du bois. Donc on comprend bien là que je suis à une vitesse de 60 et je vais de 100%, de 50 à 100%. Donc je crame le bois, mais quelle que soit la vitesse, je n'arrive pas à faire de dégradé. C'est-à-dire que le bois est brûlé tout de suite. Donc il n'y a pas de dégradé possible sur du bois. Alors un peu déçu, je me suis dit tiens, je vais essayer sur du liège, puisque voilà ce que ça donne sur du liège, avec des vitesses variables, ou là. Donc là c'est encore ce que j'ai de plus propre, à 100%, avec une vitesse de 200, mais pareil. Pas de dégradé, pas de gris. Vraiment, c'est tout cramé ou pas. Bon, alors là, je me suis dit, mince, je vais essayer sur du plastique. Voilà, ça c'est sur du polystyrène extrudé. Vous voyez que ça n'a pas bougé. Rien du tout, rien, aucun effet sur le polystyrène extrudé. Alors, quitte à faire des plastiques, je me suis dit que je pouvais essayer de la mousse. Donc, j'avais essayé un petit carré de mousse. Et là, par contre, le résultat, vous voyez que c'est une mousse d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Là, un résultat un peu plus intéressant. Le test me donne un peu plus raison. J'ai commencé par un test, vous voyez, de petits carrés. Donc, vitesse de 300 à 2000 avec de 30 à 100%. Et là, on voit qu'effectivement, vous voyez, je suis sûr avoir des effets sympas, puisque ça coupe pas jusqu'au bout. Et je me suis dit, mais si je veux couper de la mousse, peut-être que ce laser, effectivement, peut faire l'affaire. Et j'ai fait des tests avec une vitesse réduite de 100, ici, vous le voyez, et un pourcentage de puissance de 50 à 100%. Et là, effectivement, on coupe très facilement un bon centimètre de mousse. On est sur 2 passes. Vous voyez aussi qu'il est possible d'avoir des gravures très très fines dans la mousse. Donc là, c'est quand même super intéressant. Et que même quand on n'est pas passé à travers, vous voyez que même à 1000 de vitesse, hein, à 1000 de vitesse et à 50%, on a marqué la mousse de façon positive. Donc là, c'est sympa. Truc, je me sentais pas, je me suis dit, tiens, je vais essayer sur un plastique un peu plus hétéroclite. Donc là, le même test qu'avant, hein, vous voyez que ça a fait quelques, je sais même pas si on les voit, il y a quelques carrés, mais ça n'a eu aucun effet. Alors, quitte à être dans les plastiques,
je me suis dit que j'allais tester sur du plexi transparent. Alors sur le côté transparent, pas fameux, j'ai dit je vais essayer sur du plexi en mettant de la peinture. Et je profite d'être dans cet enregistrement pour enlever la peinture et voir ce que ça donne. À 100%, à 100 de vitesse, 100 mm par minute. J'obtiens quelque chose. Mais les autres vitesses, il n'y a rien du tout. Donc effectivement, pareil pour le plastique transparent, celui-là en tout cas, il faut aller relativement lentement. Je sais pas si on voit bien. Voilà ce que ça donne. Pour du plastique. Alors, quitte à être sur les plastiques, je vous montre aussi. Par contre, sur le plastique blanc, vous voyez que là, j'ai une gravure qui est nickel. Très propre, très rapide. Ça n'a pas fait fondre tout le plastique, ça a bien noirci. Donc, sur plastique blanc, c'est bon. Je me suis dit aussi que je pouvais essayer sur du papier coloré cartonné. Donc là, c'est une carte énergie. Donc, vous voyez que là aussi... pas de succès, hein. On n'en est même pas passé. Vous voyez, il n'y a rien de fameux. Alors du coup, je me suis dit que j'allais essayer sur un carrelage. Donc là, voilà ce que ça a donné sur le carrelage, hein. Ah ben non, il n'y a rien, Alors je me suis dit, je vais essayer de l'autre côté. Non, il n'y a rien non plus, donc sur le carrelage, c'est pas efficace. Voyons voir maintenant sur du carrelage peint. Alors, le carrelage peint, ça a fait sauter la peinture. On voit un très joli dégradé de couleur, hein. On voit aussi que c'est très très fin, puisqu'on a un intervalle de 0,2 et on peut aller encore plus bas que ça, donc c'est très propre. C'est vrai que si j'ai un carrelage peint, que je fais passer mon appareil dessus, c'est très propre, ça reste très bien. Maintenant, si j'enlève la peinture... Donc vous voyez sur le carrelage, la seule chose qui est partie, c'est la peinture. Il n'y a rien d'autre qui arrive à partir avec ce laser. Eh ben dites donc. Alors c'est vrai que c'est un laser, si on regarde bien, de 2 watts. C'est pas un laser très puissant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a aussi peu d'efficacité sur ces matériaux-là. Mais je m'étais dit que j'espérais qu'avec la longueur d'onde de l'infrarouge, on pouvait faire autre chose, mais vous voyez, là on devine à peine quelque chose. Donc vraiment, pas bon. J'ai essayé sur de l'ardoise. Alors là, par contre, sur de l'ardoise, j'ai pas été déçu. Vous voyez que déjà, avec une vitesse de 1500, j'ai aussi un petit grisé. Donc sur l'ardoise, j'ai un résultat qui est très propre, qui est très répétable, oui, parce qu'effectivement, il n'y a aucun souci. Donc sur l'ardoise, c'est validé. Après avoir fait ces tests sur le carrelage et avoir été un peu déçu, je me suis dit que j'allais essayer le miroir. Donc le miroir, bien évidemment, il a été gravé à l'envers, donc vitesse de 100 mm par minute à 2000. Donc vous voyez que là, ça a bien gravé, on voit la différence. Mais par contre, au niveau du laser, au niveau du miroir, ça n'a pas donné de gamme de gris très impressionnante. Donc ça, c'est pas non plus extraordinaire. Et enfin, il me restait à tester. J'avais une petite boîte ici. Et alors voilà ce que ça a donné. Avec des vitesses de 100 à 1500 et des puissances de 10 à 100%. Et là, je me suis aperçu en une seule passe que j'arrivais à voir une gravure qui était très très résistante et qui était bien dans le métal. Et ça, c'est une surprise parce qu'avec les lasers diodes, le métal ne se fait pas graver. Et donc, curieux jusqu'au bout, je suis allé chercher d'autres métaux. Donc par exemple, voilà ce que ça donne sur un morceau d'acier inoxydable. Donc on est entre 200 et 2000 de vitesse, de 50 à 100% de puissance. Et vous voyez que là, on a quelque chose de très efficace. On peut facilement graver le métal.
Donc vous le voyez, on est sur quelque chose de très propre, de très efficace. On peut facilement graver le métal. Alors quitte à faire un métal, je me suis pas arrêté à ça. J'ai pris de l'aluminium de 0,5 d'épaisseur et vous voyez, avec la même grille, j'ai même essayé de découper. Là, je l'ai fait passer 10 passes avec la puissance maximale et la vitesse minimale. Mais bon, c'est pas du tout passé à travers. Il n'y a rien eu de dommage. Et essayer pour essayer, j'ai même acheté, vous voyez comme je suis fou pour cette chaîne, j'ai même acheté une plaque de cuivre. Et il se trouve que sur la plaque de cuivre, ça marche aussi très bien. Donc, si je dois résumer, le graveur infrarouge, laser infrarouge, est efficace sur ces matériaux-là, à savoir le métal, l'ardoise et le plastique tel que celui-ci blanc. Pour le reste, ça ne vaut pas le coup et c'était un peu ça la mauvaise surprise de ce test. Parce que oui, je parle de mauvaise surprise. Est-ce que vraiment acheter un laser de 2 watts infrarouge à 500 € à peu près pour graver uniquement du métal, est-ce que vraiment c'était pertinent dans mon cas? Eh ben pas du tout. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que ça permet de faire des pièces très sympas sur le métal et sur le plastique, d'avoir quelque chose que je ne peux pas faire sur l'autre graveuse. Alors c'est vrai que ça ajoute un petit plus à un Fab Lab, notamment pour des découpes de mousse qui sont très propres, jusqu'à 1 cm d'épaisseur, de façon très simple. Mais est-ce que vraiment ça vaut le coup? Non, je pense qu'à budget équivalent, si vous devez prendre un laser, prenez un laser diode qui, au lieu de faire 2 watts de puissance, fera 30 voire 40 watts sans passer sur des lasers CO2. Par contre, inconvénient, c'est qu'un laser diode peut avoir une durée de vie qui va être moins importante que celui-là. Celui-là, il est donné pour 10 000 heures à 100%. J'ai aucun problème et aucun souci à le laisser à 100% de puissance, alors que l'autre, je limite à 80-90 pour un peu optimiser sa durée de vie. Donc vous le voyez, le laser infrarouge n'est vraiment pas fait pour tous les cas. Il est fait pour du métal ou du plastique blanc. Si vraiment vous voulez faire ce type de matériau, n'hésitez pas à prendre ce laser. Pour tout le reste, le bois, le papier, la découpe, n'achetez pas un laser infrarouge et prenez plutôt à prix équivalent un laser diode beaucoup plus puissant et qui sera beaucoup plus polyvalent. Du coup, j'espère que ce test vous aura apporté des informations qui vous permettront de faire un choix éclairé dans ce que vous prendrez pour votre Fab Lab personnel ou pour votre structure si jamais vous en avez une. J'espère que cette vidéo vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à mettre un commentaire si vous avez des remarques à faire sur ce test ou des informations complémentaires à apporter. Bien évidemment, ça peut être utile à tout le monde. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau test fait maison et fait avec passion.